Bienvenue à cette 17e édition de la conférence africaine du journalisme d'investigation. Il ne s'agit pas d'une cérémonie d'ouverture parce que la conférence a commencé depuis ce matin, mais comme il est de bon usage, au nom de Côte for Africa qui est associé à l'organisation de l'événement cette année, l'événement, je le rappelle, qui se passe à Dakar, à Nairobi et bien évidemment en ligne pour tous ceux qui nous rejoignent remotely. Il est de bon ton quand même de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes-là et de vous remercier pour votre participation. Et au nom de Côte for Africa, c'est ce que j'aimerais faire ce matin avant le panel qui va suivre. Donc, une fois de plus, bienvenue à tout le monde et je vous souhaite de passer 3 jours ou 4 jours d'intenses conférences, d'échanges très constructifs pour, n'est-ce pas, l'avancement du journalisme d'investigation en Afrique. Merci à tous. C'était Bilal Tahirou, je suis rédacteur en chef pour le desk francophone de de PESATCHEK, qui est une initiative de Côte for Africa. Et j'ai d'autres casquettes dont on pourra discuter hors micro. Merci bien. Ouais, je te pose les micros. Merci Bilal. Et comme ça, okay. Merci beaucoup Bilal et merci à Côte for Africa et PESATCHEK pour cette initiative. Et c'est un plaisir et un honneur d'être avec vous, avec ce panel très impressionnant aujourd'hui autour de la table. Angela Keïdja, Christelle Panja, Jeanne Dijoy et toi Bilal Tahirou. Et vous, Bilal. Pour me présenter, je m'appelle Élodie Vial, je suis journaliste et consultante en sécurité numérique et liberté d'expression pour l'organisation de défense de la liberté d'expression PEN America, qui défend les écrivains, les journalistes et les artistes aux États-Unis et dans le monde. Et PEN America s'est spécialisé depuis quelques années sur la question du cyberharcèlement qui touche aujourd'hui de plus en plus de journalistes qui, en réaction à leurs écrits, en fait, reçoivent des intimidations, des menaces en ligne, ou bien ce sont des éléments de leur vie privée qui sont surveillés, dénichés sur leurs réseaux sociaux pour s'en servir contre eux et pour essayer de les discréditer, pour mieux discréditer leurs écrits. Donc, toutes ces techniques qui consistent à cibler systématiquement une personne ou un groupe via un comportement nuisible, ce sont des techniques de trolling. Alors, il y en a plein et aujourd'hui, on va sans doute parler de phishing, d'hameçonnage, d'usurpation d'identité, de doxing qui consiste à aller chercher des informations sur les réseaux sociaux pour ensuite essayer de porter atteinte à l'intégrité du journaliste ou bien dévoiler son adresse, son numéro de téléphone, est-ce que cette personne a des enfants pour l'intimider. D'ailleurs, je tiens à souligner que c'est une technique qui est particulièrement utilisée contre la journaliste philippine Maria Ressa, qui vient d'obtenir aujourd'hui le prix Nobel et qui est un prix Nobel qu'elle a d'ailleurs dédié à tous les journalistes du monde entier. Et ça fait des années que Maria Ressa est également une figure de la lutte contre les atteintes à la liberté de la presse, mais également de la lutte contre le cyberharcèlement des journalistes, puisqu'elle est systématiquement visée par des armées de trolls par le gouvernement philippin. Donc, il y a aussi une occasion, et on est vraiment très, très heureux aujourd'hui de vous présenter le manuel de défense contre le cyberharcèlement, qui est un manuel en ligne et qui a été, c'est une coproduction entre PESATCHEK, Côte for Africa et PEN America. Et on a voulu allier toutes nos forces pour justement pouvoir apporter aux journalistes les ressources pour mieux se préparer et mieux répondre au cyberharcèlement. Et c'est cette conférence africaine sur le journalisme d'investigation que l'on a choisi pour se dire, voilà, c'est une occasion très symbolique pour lancer aussi ce manuel de défense contre le cyberharcèlement à destination qui a effectivement été plutôt conçu pour, Bilal pourra en parler davantage, mais plutôt pour les journalistes sénégalais, mais qui en fait s'adresse au-delà à toute la francophonie.
Alors, donc, sans plus attendre, nos panélistes. D'abord, il y aura Christelle. Christelle Panja, vous êtes formatrice, analyste de données et coordinatrice de communauté chez Code for Africa. Et donc, comme l'a expliqué Bilal, Code for Africa est une organisation de citoyenneté numérique. Vous êtes le plus grand réseau de laboratoires de technologie citoyenne et de journalisme de données du continent africain avec des équipes dans 21 pays. Et vous, Christelle, vous nous donnerez des conseils que peuvent appliquer les journalistes face au cyberharcèlement. Et puis, Bilal prendra évidemment la parole. Donc, Bilal, vous l'avez dit, vous êtes rédacteur en chef du desk de PesaCheck. Donc, PesaCheck, qui est une initiative de Code for Africa. Vous êtes la plus grande initiative de fact-checking du continent, membre du réseau international de fact-checking, et vous êtes présent dans 12 pays. Vous avez mené le projet du manuel de défense contre le cyberharcèlement. Vous nous en direz davantage. Jeanne également, Jeanne-Irène Djijoy, merci d'être là, vous êtes juriste, donc vous apporterez une autre casquette que voilà, le data journalisme ou le journalisme. Vous travaillez pour l'Organisation de défense de la liberté d'expression, article 19, au Sénégal, et vous nous direz un peu ce que dit la loi et ce qu'elle protège et comment est-ce qu'elle peut protéger les journalistes. On verra ça avec vous. Mais avant de vous laisser la parole à vous trois, j'aimerais que l'on entende Angela. Angela Keïdja, merci beaucoup, Angela, d'être parmi nous, vraiment, et d'accepter aujourd'hui de partager votre histoire. Je crois qu'on sera toutes et tous vraiment contents de l'entendre. Et c'est important parce que c'est important qu'on comprenne à travers votre histoire qu'est-ce que c'est vraiment le cyberharcèlement et quel est l'impact du cyberharcèlement sur notre activité de journaliste, mais également en tant que personne, en tant qu'être humain, tout simplement. Alors vous, Angela, vous êtes journaliste et vous êtes chef de service à l'ORTB, qui est l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin. Et le 3 mai 2020, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse. Et à cette occasion, vous décidez de publier un appel sur Facebook pour lutter contre le harcèlement sexuel au sein des rédactions. C'est quelque chose que vous racontez, d'ailleurs, dans votre livre qui vient de sortir, Bris de silence, et que je montre ici. Et cette prise de parole que vous faites le 3 mai 2020, eh bien, en fait, ça va créer comme une sorte de détonation et s'ensuit un déluge de haine en ligne. Vous êtes à ce moment-là visé par un trolling, par du cyberharcèlement extrêmement violent. Comment est-ce que ça s'est manifesté? Merci beaucoup. Ce harcèlement en ligne s'est manifesté. Alors, comme vous l'avez si bien dit, j'avais profité de la fête du 1er mai, la fête du travail et de la liberté de la presse pour faire mon post, pour dénoncer sur mon compte Facebook le harcèlement sexuel et moral qui a lieu en milieu professionnel, donc dans les rédactions de mon pays. Et ce harcèlement sexuel que je dénonçais sur les réseaux sociaux a donné l'objet au harcèlement en ligne dont j'ai été finalement objet de par d'autres publications dégoûtantes. Ça a commencé d'abord par la messagerie électronique Facebook, WhatsApp plutôt, qui a été le messager donc, de tout ça, puisque des captures ont été faites pour justement porter atteinte à mon intégrité physique, à mon intégrité morale. Il y a eu donc ces commentaires vraiment dégoûtants, humiliants que les gens m'ont rapporté à travers ma page Facebook, même Twitter, Instagram. Et de toutes parts, j'étais accablée, mais vraiment accablée avec même des menaces, des pressions sur ma vie. À un moment donné, j'avais été obligée de prendre même un bodyguard. Je me suis retournée vers un psychologue
pour vraiment me prendre en charge parce que j'avais des troubles de comportement. Je n'arrivais pas à reconnaître des chemins. Même dans ma tête, tout était très, très dur. Et il y avait des photos de moi qui étaient déjà sur mon compte Facebook. Ces photos ont été reprises et elles mettaient en exergue cette fois-ci des parties intimes de mon corps. Et ça a emballé aussi ma famille, mes enfants qui étaient à l'extérieur. Mais comme tout se passait en ligne, ces enfants-là aussi en ont fait les frais, puisque dans leurs écoles respectives, il y avait donc des menaces, des pressions, des railleries de la part de leurs camarades de classe et de leurs camarades universitaires, dans le milieu universitaire. Donc, c'était très, très dur. Et ça n'a pas été du tout facile pour moi de relever ensuite la tête, puisque j'étais comme une paria, même dans mon milieu professionnel, où les gens ont utilisé des audios ensuite pour me peindre en prostituée. J'étais donc une prostituée de la République à travers donc ces photos qu'ils ont reprises pour donc mettre ça sur les réseaux dont je vous parle, les réseaux sociaux tout à l'heure que je citais tout à l'heure. Donc, la chose s'est empirée lorsque j'ai écrit cet ouvrage que Élodie évoquait tout à l'heure. Lorsque j'ai écrit cet ouvrage encore, dès le lendemain du lancement de l'ouvrage, j'ai retrouvé le PDF tronqué de l'ouvrage sur les réseaux sociaux. Et donc, les gens en ont profité pour sortir encore des extraits, non seulement pour s'attaquer à cette œuvre, mais également pour s'attaquer à moi-même en tant que personne. Donc, j'ai été vilipendée et c'est vraiment très, très dur. À un moment donné, j'avais envie de fuir carrément le pays. Si la terre pouvait s'ouvrir pour que je me mette dedans, j'allais le faire. Malheureusement, il y avait les restrictions à l'époque de Covid qui ne me permettaient pas de voyager. Donc, en dehors du body guard que j'ai dû prendre, j'ai aussi donné je me suis offert aussi les services d'un community manager pour m'aider à me protéger. Mais c'était un peu déjà trop tard puisque les gens avaient accès même à mon numéro, donc ils venaient inbox, même si je ne voulais pas écouter et lire plutôt les commentaires, les gens venaient déjà dans mon inbox pour me dire des choses. Ils sont allés même jusqu'à me poser un guet-apens pour pouvoir me taper. Ça n'a pas été du tout facile. Et contrairement à ce que j'ai pu observer au niveau du premier harcèlement en ligne, lorsqu'il y a eu cet harcèlement en ligne en rapport à mon livre, j'ai pu porter plainte contre ces personnes-là et aujourd'hui, je suis devant les juridictions en train d'attendre la suite. Voilà un peu. Alors, et on reviendra dans un instant avec Jeanne sur justement toute la dimension légale de cette problématique. On voit bien quand vous parlez à quel point c'est effectivement vraiment dur. Quand on se parlait, vous avez dit que c'est un poison psychologique, ce cyberharcèlement. Quelles sont les choses qui vous ont peut-être, dont vous avez peut-être manqué à ce moment-là, les choses dont vous auriez eu besoin peut-être et que vous n'avez pas eu? Oui, en fait, moi, je n'étais pas une adepte des réseaux sociaux. C'était un baptême de feu. Donc, si j'avais peut-être eu quelqu'un qui m'avait déjà informé de comment peut-être ça se passe, les photos que j'y avais laissées et qui ont fait l'objet en fait du harcèlement en ligne, je ne les aurais pas mises peut-être en ligne. Il m'avait manqué de plus enfin, de peut-être de enfin, je ne connaissais pas les réseaux sociaux.
Donc, si j'avais eu par avance des outils pour mieux me sécuriser sur les réseaux sociaux, je n'aurais peut-être pas subi ça de cette façon. Mais il faut dire que même aujourd'hui, lorsque je suis journaliste et sur les réseaux sociaux, j'ai fait encore l'objet du harcèlement après une émission que j'ai réalisée avec une artiste qui m'a posé un lapin en direct sur la page Facebook de l'ORTB. Et malheureusement, les gens ont récupéré ce que j'avais dit pour dire qu'elle nous avait posé un lapin, donc elle se foutait de nous. Les gens ont repris encore ça. Oui, c'était la troisième fois. Parce que moi, je fais l'objet tout le temps de cyberharcèlement. Pourvu que je dise quelque chose, les gens, ils en font leur chou gras et ça vient jusque dans ma vie privée. Et c'est ça qui est choquant parce que moi, je suis une journaliste spécialiste des questions de santé et les gens aimaient tellement bien mes chroniques de santé que je ne savais pas que dans l'opinion publique, on pouvait encore me détruire parce que c'est destructeur, c'est dévastateur. Dans la tête, ça ne va plus, vous avez juste envie de disparaître. Merci beaucoup, Angela, et de votre témoignage et de confier à nous et de transmettre votre histoire aujourd'hui. Je vais à présent me tourner vers Christelle Panja, parce que justement, Christelle, vous venez, vous aidez les femmes journalistes, vous soutenez des communautés de femmes journalistes à Code for Africa, dont la mission est de mettre en place des solutions numériques pour favoriser l'accès à l'information dans le but de renforcer la démocratie. Et alors, Angela a déjà un peu expliqué ce qu'elle avait essayé ce qui lui a manqué. Qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à un journaliste qui souhaite se protéger du cyberharcèlement? Merci Elodie de m'avoir passé la parole. Si vous me permettez, avant de donner quelques conseils, astuces que vous pouvez pour vous protéger ou bien lorsque vous êtes victime d'harcèlement, je vais d'abord commencer par donner quelques petits conseils lorsque vous souhaitez créer un compte sur une plateforme. Lorsque vous vous rendez sur une plateforme en ligne, dans le but de créer un compte, évitez de laisser paraître vos informations personnelles, c'est-à-dire votre numéro de téléphone, vos crashs, votre année de naissance, etc. Parce que lorsque vous le faites, c'est facile pour quelqu'un qui aimerait essayer ou qui essaierait de vous atteindre dans le futur, qu'il ait déjà des informations au préalable vous concernant. Et c'est facile pour lui de vous atteindre. Je vais prendre l'exemple lorsque vous vous rendez pour peut-être créer une adresse mail. Je vois souvent lorsque je lis, étant donné que je suis également data analyst, donc j'ai souvent accès aux informations comme les adresses mail des personnes. Je constate souvent qu'il y a des personnes qui écrivent leur adresse mail, le nom plus l'année de naissance avant de mettre @gmail.com. Ils sont pleins qui le font tout le temps. Et à la suite de cela, vous verrez que peut-être le mot de passe de cette personne-là, c'est effectivement encore son nom et son année de naissance. Chose que si quelqu'un veut peut-être vous pirater, c'est facile pour lui. Ou peut-être c'est un ancien camarade, un membre de la famille, ou bien c'est facile pour lui d'avoir ces informations-là vous concernant. Évitez de mettre comme mot de passe le nom de vos enfants ou bien leur année de naissance ou bien le nom de votre conjoint si vous êtes marié, parce que les gens le font très régulièrement. Il faut éviter tout cela lorsque vous vous rendez sur une plateforme en ligne pour créer un compte. Je vais prendre également l'exemple de Facebook. Lorsque vous avez un compte Facebook, il y a des gens qui, tellement ils veulent avoir des amitiés, qu'ils se mettent à accepter l'amitié avec n'importe qui. Que ce soit des faux profils ou bien des profils qu'ils connaissent, ils se lancent et cliquent sur « J'accepte ». Lorsque vous voulez accepter un ami sur des réseaux sociaux, vérifiez d'abord
le nombre d'amis que vous avez en commun, quel est le lien qui vous lie. Parce que moi, si je vais accepter M. Bilal Taïrou en tant qu'ami, si je ne le connaissais pas déjà, parce que nous travaillons ensemble, si je ne le connaissais pas d'abord, j'allais d'abord vérifier dans sa liste d'amis quels sont nos amis en commun. Et le nom, si c'est Bilal Taïrou, oui, c'est le nom qui identifie directement quelqu'un. Mais les gens vont souvent, parfois tu vois la fourchette de mon père comme nom, et après vous regardez même les photos, vous ne voyez pas de photo de la personne, il n'y a aucune photo qui a été publiée depuis que le compte a été créé. Vous regardez les amis, vous n'avez aucun ami en commun, mais vous osez quand même accepter l'amitié avec cette tierce personne. Ne le faites plus si vous le faisiez d'abord. C'est ce qui entraîne parfois le fait que vous soyez victime plus tard de cyberharcèlement. Donc, pour revenir sur la question de Elodie, en ce qui concerne des conseils que je peux donner lorsque quelqu'un est cyberharcelé sur des plateformes en ligne, si c'est une plateforme comme Facebook ou Twitter, si la personne a peut-être piraté votre compte, parce qu'il faut souvent essayer lorsque vous avez un peu de temps, tapez un peu votre nom pour voir s'il y a un autre profil qui vous appartient sur les réseaux sociaux, parce que vous pouvez taper Christelle Panja, vous voyez un profil, mais ce n'est pas vous en réalité. Faites-le souvent pour vérifier quand même s'il n'y a pas quelqu'un qui existe sur les réseaux sociaux avec votre nom. Si vous constatez un faux profil qui ne vous appartient pas, mais que la personne utilise votre nom, vous pouvez simplement le signaler ce compte auprès de Facebook. Vous pouvez signaler également les mots qui ne vous plaisent pas, les mots désagréables sur Facebook. Par exemple, lorsque quelqu'un fait des publications avec des mots haineux, comme on dit souvent, vous pouvez signaler tous ces mots sur Facebook pour que Facebook essaye de les bloquer en fait à son niveau. C'est vrai que ce processus prend souvent assez de temps. Vous pouvez également, déjà, il y a un paramètre sur Facebook qui vous permet d'éviter qu'on vous tague sur les réseaux sociaux. Qu'on utilise votre photo en vous taguant dessus parce que plein de gens sont souvent victimes de cela. Vous n'êtes pas ami avec quelqu'un. Lorsque quelqu'un fait une publication, il vous tague dessus. Bon, pour certains, c'est pour se faire, c'est pour simplement avoir plus de visibilité. Certains le font de manière commerciale. Ils essayent d'avoir la visibilité si vous êtes quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux. Mais pour d'autres, parfois, c'est pour vous entraîner dans des choses un peu très louches ou bien pour vous engueuler, des choses comme ça. Donc, il faut souvent utiliser ces petites astuces-là. Mais dans le cas où ça persiste, comme le cas de Angela, si ça persiste, il ne faut pas seulement se limiter sur dénoncer ou signaler ou bloquer ses comptes sur Facebook ou bien Twitter, etc. Mais je vous conseillerais de vous retourner vers les autorités locales de votre pays et ou bien encore vous tourner vers des communautés de soutien. Alors, là, on a plein de conseils. Merci beaucoup, Christelle. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à se dire, je vais aller voir les critères de confidentialité sur Facebook ou je vais signaler des choses. Mais vous, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut quand même le faire parce que ça peut être utile, ne serait-ce qu'empêcher tout le monde de nous taguer sur des photos. Alors, évidemment, ça ne va pas empêcher le cyberharcèlement, mais ça peut, autant que possible, en limiter l'impact et se protéger. Vous mentionnez cette question des communautés de soutien et vous, justement, c'est très intéressant parce que vous êtes coordinatrice de communautés à Africa. Comment est-ce qu'on fait pour monter un réseau de soutien en ligne qui éventuellement peut nous venir en aide le jour où on est ciblé par du cyberharcèlement? Merci Elodie pour cette question. Une communauté ou un réseau de soutien, c'est une communauté comme toute autre communauté. Lorsque vous voulez mettre sur pied une communauté, il faut d'abord se rassurer quels sont vos objectifs. Vous devez d'abord établir vos différents objectifs. Ensuite, essayez d'avoir votre cible. Quelle est votre cible? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Ou est-ce que ce sont les deux sexes? Quelle tranche d'âge vous aimeriez
quelle tranche d'âge vos différents cibles doivent avoir, quelles sont leurs professions et tout et tout. Ici, il s'agit des journalistes, il s'agit des personnes de la gente féminine. Lorsque vous voulez lancer votre réseau de soutien pour des journalistes femmes qui sont cyberharcelées ou pas, vous devez tout simplement faire dans la sensibilisation. Faire la sensibilisation, que ce soit de bouche à oreille ou bien des publications sur des réseaux sociaux. Vous pouvez également déjà commencer à enregistrer. Si vous êtes 1, 3, 4, 5 personnes ou 6 personnes, vous pouvez lancer votre communauté en faisant des activités de temps en temps et bien sûr en créant une plateforme à partir de laquelle vous pouvez échanger régulièrement. Certains gens préfèrent Facebook, Slack, Hangout ou bien des mailing lists, Google, pourquoi pas. WhatsApp. Ou WhatsApp, oui. WhatsApp est très pratique, bien sûr. Mais dans les différentes activités, il faut essayer le plus possible de préparer des personnes, de leur montrer en fait que lorsque tu es cyberharcelé, lorsque tu es harcelé en général, ce n'est pas de ta faute parce qu'il y a des personnes qui sont victimes d'harcèlement, mais qui ont honte d'en parler tout simplement parce qu'elles se disent tiens, c'est ma faute, si on m'a dit telle chose, c'est parce que je suis ainsi, c'est parce... Il faut leur préparer psychologiquement pour que certains gens évitent d'avoir peur lorsqu'ils sont cyberharcelés et qu'ils aient le courage en fait de dénoncer. Merci beaucoup Christelle pour ces conseils très utiles. Donc à la fois renforcer un peu sa cybersécurité et en même temps monter des réseaux de soutien préexistants que l'on peut mobiliser le jour où on a un souci. En tant que journaliste, je trouve que c'est un peu comme avec les sources journalistiques. Quand on les sollicite le jour où on a besoin de quelque chose, bah, c'est trop tard. Hein. Il vaut mieux établir ces sources avant et puis pour les solliciter le jour où il y a un breaking news. Bah là, c'est un petit peu ce que vous venez d'expliquer, c'est un peu pareil, quoi. Il faut établir tout ça avant. Merci pour ces conseils très précieux. Et donc, je me tourne vers Bilal. Vous êtes rédacteur en chef donc, de PESACHEC. Bilal, qu'on a bien présenté, PESACHEC, et vous avez donc mené ce projet de manuel de défense contre le cyberharcèlement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus voilà en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça peut apporter aux journalistes qui sont présents aujourd'hui ici en présentiel et en distanciel également. Merci Élodie. Avant d'aborder cette question, je voudrais faire une petite précision. Lorsqu'on est victime de cyberharcèlement, je pense qu'il n'est pas question de culpabiliser. On a senti l'émotion dans les discours de Angela tout à l'heure. Et j'ai cru comprendre qu'elles en voulaient un tantinet d'avoir publié certaines photos sur Facebook pour avoir été témoin de cet épisode de cyberharcèlement. Je sais qu'il ne s'agit pas de photos très compromettantes. Alors, il y a Marie-Francine Goyen qui a dit « Sous prétexte de tolérance, on devient complaisant ». Donc, on ne peut pas tolérer le cyberharcèlement, soit disant, parce que, voilà, on est responsable de quelque chose. Donc, c'était une petite précision que je voulais apporter. Et maintenant, on va parler du manuel de défense contre le cyberharcèlement. Ce manuel, c'est un manuel qui a été rédigé initialement par PEN America, comme l'a dit Élodie, en 2018, déjà pour un public américain. Et après, ça a bénéficié d'une première adaptation pour le public de l'Amérique latine. Et après, il y a eu la plus récente, qui est pour, je vais dire, un public francophone, mais un tantinet calibré sur l'Afrique francophone. Le phénomène du cyberharcèlement aujourd'hui a, j'ai envie de dire tristement, le vent dans les voiles. Et il y a plusieurs facteurs qui constituent un lit à ce phénomène-là. Aujourd'hui, il y a l'accès à Internet, il y a
l'avènement des réseaux sociaux, etc. Tout le monde est sur Internet aujourd'hui. Donc, ça a amplifié le phénomène aujourd'hui. Qui sont les personnes les plus exposées? C'est vous, c'est moi, c'est nous. Et c'est beaucoup plus les journalistes, les personnes qui sont beaucoup plus, j'ai envie de me répéter, exposées par rapport aux audiences. Et ces personnes n'ont peut-être pas la chance de se défiler du cyberharcèlement. Lorsque vous êtes poursuivi par une armée de trolls, c'est que le troll, en fait, par définition, c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Dès qu'il a une opportunité, il la saisit. Et donc ça devient son job pendant le temps qu'il vous harcèle. Donc, ce n'est pas facile. Et les personnes, les journalistes, les personnes qui sont mieux exposées, les journalistes sont les personnes qui sont les plus exposées à ce phénomène-là. Alors aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, PEN America a mis à la disposition de toutes ces personnes, ces potentielles victimes, le manuel de défense contre le cyberharcèlement. Qu'est-ce que ce manuel nous apporte? Le manuel a été produit et adapté au contexte francophone pour donner des conseils, des indications. Comment se comporter, comment réagir, comment se défendre en cas de cyberharcèlement. Il est divisé en 3 grandes parties. La première partie est consacrée aux astuces, aux conseils à mettre en œuvre lorsqu'on est victime de cyberharcèlement. Ça veut dire qu'il y a déjà eu le cyberharcèlement, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on parcourt les chapitres de cette partie, ça donne une idée de comment réagir lorsque nous sommes victimes de ce phénomène-là qui, je vais citer Angela, peut être dévastateur. Ce n'est peut-être pas la culture en Afrique subsaharienne, mais ce n'est pas pour rien que sous d'autres cieux, il y a des dizaines de personnes qui se jettent du haut des buildings pour beaucoup moins que ce que les gens vivent dans nos contrées ici. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a une partie qui est exclusivement consacrée aux dispositions que les organisations, pour ne pas dire les organes de presse, doivent prendre ou peuvent prendre pour protéger leurs journalistes en cas de cyberharcèlement. Et j'anticipe en même temps sur la question des freelancers. Même pour les freelancers, il y a des dispositions que ce manuel prescrit. Donc, lorsque nous sommes journalistes et que nous sommes, je vais dire, victimes d'un épisode de cyberharcèlement, normalement, on n'est pas lâché à la merci de ces chiens-là. Je parle de chiens parce que, excusez le terme, ça n'a rien de choquant. Ben, l'une des techniques, par exemple, du cyberharcèlement, ce sont les siffleurs de chiens. Par exemple, X fait une publication, je suis un siffleur de chien, je viens sur cette publication et j'aime mes langages codés. Et dès que les miens voient ce langage, ils savent que, ouais, ça y est, il y a un poste à attaquer ou bien il y a un individu à harceler en ligne. C'est une technique qui est utilisée. Donc, comment protéger les journalistes face à toutes ces pressions, face à ce harcèlement? Il y a une partie de ce manuel qui est exclusivement consacrée à cela. Et les journalistes ne devraient pas se sentir seuls lors des épisodes de cyberharcèlement. Surtout les femmes journalistes, les écrivaines. Parce que, selon les statistiques, ce sont elles qui sont beaucoup plus visées par le cyberharcèlement. Les hommes aussi, ça arrive, mais c'est ce que révèlent les statistiques. Donc, lorsque elles sont victimes de ces phénomènes, il n'est pas question de se refermer sur soi et de ne pas parler. Être taiseux, c'est peut-être, je veux dire, approuver la chose. Non, il faut dénoncer, il faut parler autour de soi. Et il y a certainement une solution. Et enfin, la dernière partie, ce sont les conseils pour soutenir une victime. Angela a été victime de cyberharcèlement. Par effet domino, ça a touché sa famille et certainement ses amis. Mais qu'est-ce que
ces personnes qui vous sont proches, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour vous soutenir? Quelle attitude doivent-elles adopter? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire pour vous aider? Donc, le manuel vous donne des conseils dans ce sens aussi. Voilà briefer les trois parties majeures de ce manuel. Je le répète, le manuel de défense contre le cyberharcèlement. Et pour avoir conduit ce projet au nom de Code for Africa, au nom de PISA-Check, je peux dire que, sans fausse modestie, c'est un arsenal de conseils, c'est un arsenal d'indications qui vous permettent de gérer au mieux les épisodes de cyberharcèlement, de même vous préparer à ces épisodes-là. Quand je parle de préparer, par exemple, lorsque vous savez que vous êtes, si vous êtes un lanceur d'alerte, un journaliste qui est spécialisé dans les breaking news, un journaliste qui, on est à une conférence de journalisme d'investigation, un journaliste qui révèle peut-être des enquêtes, des suites d'investigation, vous savez que lorsque vous allez publier X ou Y, ah ben, il y aura de possibles harcèlements en ligne. Ce manuel vous donne des conseils pour vous préparer à cela. Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Donc, pour avoir piloté ce projet-là, je peux dire que c'est pratiquement une Bible, excusez-moi les thèmes, qui est très utile pour les écrivains africains, francophones. Et avec cette Bible-là, eh bien, le cyberharcèlement sera, je vais dire, beaucoup moins dévastateur. On va dire. On ne peut pas l'éviter. Parce que partout où il y a des hommes, il y a des comportements humains, comme on le dit. Il y a des gens qui sont spécialisés dedans. Mais on peut juguler les effets de ce cyberharcèlement-là. Merci, Elodie. Merci beaucoup, Vidal, pour cette présentation. Tiens, merci infiniment. Et on passe alors le micro à Jeanne. Jeanne-Irène Djoy, vous êtes chargée de programme à l'Organisation de défense de la liberté d'expression, article 19. Et je pense qu'après cette présentation très éclairante de Bilal sur, voilà, vue d'ensemble sur le cyberharcèlement pour les journalistes, on peut évoquer avec vous la dimension plus légale, parce que vous êtes juriste. Et donc, j'ai envie de vous demander que dit la loi sur le cyberharcèlement? Est-ce qu'elle est du côté des journalistes? Merci beaucoup, Élodie. Déjà, je voudrais renouveler les remerciements de l'article 19 de nous avoir associés à ce panel. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir échanger sur cette question qui est vraiment d'actualité parce que les précédents panélistes l'ont dit, nous sommes à l'ère du numérique et aujourd'hui, tout le monde communique à travers l'Internet. Et les États ont dû s'adapter, on l'a noté, pour pouvoir répondre aux nouveaux défis que l'Internet représente aujourd'hui. Et le Sénégal, comme la plupart des États d'ailleurs, le Sénégal a été pionnière parmi les États africains à adopter une loi sur la cybercriminalité. Il n'y a pas en soi une loi sur le cyberharcèlement au Sénégal, mais c'est la loi sur la cybersécurité qui est la loi sur la protection des données personnelles. Et particulièrement la loi sur la protection des données personnelles a mis en place la commission de protection des données personnelles qui en réalité travaille pour protéger les droits des utilisateurs en ligne. La loi sur la cybersécurité en elle-même a des dispositions qui, de manière générale, répriment tout ce qui collecte les données de manière frauduleuse. Et donc, c'est en ce sens qu'on peut se dire que la loi sur la cybersécurité protège les utilisateurs parce que tout ce qui, comme je l'ai dit tantôt, collecte de manière frauduleuse et donc les publie et porte atteinte aux droits et à la liberté et à la vie privée des personnes sont sanctionnés. Donc, on a quelques articles notamment qui
qui évoque cela, qui en fait expose les sanctions auxquelles les personnes qui collectent de manière frauduleuse les données sont exposées. On a l'article 431-22, on a l'article 431-30 et il y a l'article 431-40 qui lui est vraiment spécifique parce qu'il parle particulièrement de l'insulte. Or, on sait qu'en général, les personnes qui harcèlent sur Internet, sur les réseaux sociaux, font preuve d'insultes, exposent la vie privée des personnes. Angela l'a dit tantôt, leurs photos sont exposées. Tout ce qu'elles font, en fait, sont détournées de manière à ce que les personnes soient humiliées. Et donc, dans ce sens-là, la loi sur le cyberharcèlement protège la vie privée, protège les utilisateurs de l'Internet. Donc, ça, c'est ce que je peux dire de manière, on va dire, globale pour le moment. Et dire aussi que la commission, quand même, de protection des données personnelles, que la loi sur la protection des données personnelles a mise en place, travaille justement à permettre à ce que tous les utilisateurs, en tout cas de l'Internet, puissent être protégés. Parce qu'elle également travaille à se rassurer que la loi est mise en application de manière concrète et effective. Alors, merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment un éclairage juridique extrêmement précieux. Est-ce que vous avez peut-être, je sais, ça c'est pour le Sénégal, est-ce que par rapport à d'autres pays, vous avez un début de comparatif ou d'éléments à nous communiquer? Oui, alors de manière générale, si vous observez, en fait, dès qu'il y a eu des problèmes sur l'Internet, les États se sont tous mis à adopter des lois sur la cybercriminalité. En fait, il y a peu de pays qui ont vraiment une loi spécifique, je pense le Bénin, sur le cyberharcèlement. Mais la plupart des États ont adopté des lois sur la cybersécurité davantage pour réprimer tout ce qui porte atteinte à la sécurité de l'État. Et puis, maintenant, de manière subsidiaire, on peut trouver des éléments pour protéger les utilisateurs. Mais de manière initiale, en fait, ces lois, pour la plupart, n'ont pas des dispositions spécifiques sur les utilisateurs. Donc, c'est davantage vraiment pour, quand on le voit, c'est plus pour réprimer tous ceux qui utilisent les données qu'ils estiment être sensibles par rapport à l'État notamment pour préserver la sécurité, comme l'expression qu'ils aiment utiliser, la sécurité et l'intégrité de l'État. Donc, de manière générale, un peu les États, c'est ce qu'ils ont fait, c'est d'adopter ces lois sur la cybersécurité. Donc, on a des exceptions comme au Bénin, où on a une loi spécifique sur le cyberharcèlement et des commissions spécifiques qui protègent le droit des personnes. Alors, vous mentionnez le cas du Bénin. Comment faire en sorte que ces éventuelles protections sur le cyberharcèlement qui existent, ou bien ces lois sur la cybersécurité un peu plus générales qui visent dans les textes à protéger les utilisateurs, comment faire en sorte que ce soit bien utilisé pour protéger les journalistes et pas forcément contre eux pour les faire taire. Et peut-être que Angela, si vous souhaitez à ce moment-là apporter une précision, et puis après Jeanne. Justement, c'est par rapport à votre première question, si ces lois-là, de façon générale, protègent les journalistes. Ce que moi j'observe dans mon pays, c'est que ça ne protège pas les journalistes, surtout que ça restreint la liberté de presse. Parce que généralement, quand il s'agit des journalistes qui relaient en fait des informations qui touchent à des hommes politiques ou même à des personnes qui sont des personnes publiques, très généralement, les juridictions ont beaucoup plus la main lourde par rapport aux journalistes. Mais les utilisateurs, de façon générale, sont protégés par cette loi-là. Et moi, je me dis que puisque les journalistes, nous avons normalement une liberté de presse à défendre. Et tant que c'est une loi, tant que c'est des informations qui sont réelles, qui ne sont pas des fake news, moi, je me dis que
ces lois-là viennent contredire en fait cette liberté de presse que nous avions normalement à dire ce qui est à relayer certaines informations. Et dans mon pays, ça a fait justement l'objet d'une conférence pour voir comment est-ce qu'on adapte ce code du numérique quand même avec la RAC. La RAC, je rappelle que dans mon pays, c'est la haute autorité de l'audiovisuel qui régule en fait tout ce qui se passe dans la presse. Donc, on a vu avec ces gens-là comment il faut protéger de plus en plus les journalistes par rapport à ce code du numérique qui en fait est un prétexte pour mettre beaucoup plus les journalistes en prison aujourd'hui dans mon pays. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Et moi, si j'ai pu bénéficier aujourd'hui de cette loi qui protège les utilisateurs de façon générale, ce n'est pas parce que je suis journaliste, justement, c'est parce que je suis utilisatrice, disons, des réseaux sociaux de façon générale. Merci beaucoup, Angela, pour cet éclairage. Jeanne, peut-être une réaction sur justement la manière d'invoquer un peu ces lois pour protéger les journalistes et pas contre eux. Oui, je pense que, comme l'a dit Angela, effectivement, lorsqu'on analyse ces textes-là, notamment les lois sur la cybersécurité, on a effectivement le sentiment que les journalistes sont visés, que la liberté d'expression est muselée. Et ce que nous, en tant qu'organisation, essayons de faire, c'est justement de dénoncer ces législations-là. C'est-à-dire qu'on travaille, parce que l'article 9, par exemple, travaille beaucoup avec les gouvernements, on les invite à réviser ces textes-là pour qu'ils répondent aux standards internationaux. Parce qu'il y a des standards que ces législations doivent pouvoir respecter. Mais on se rend compte que les États s'efforcent toujours à mettre des articles qui vont contribuer à limiter la liberté d'expression et donc limiter le droit des journalistes particulièrement à pouvoir faire leur travail convenablement. Merci beaucoup, Jeanne et Angela et à tous les panélistes pour ces interventions brillantes. Peut-être on a le temps de prendre quelques questions et ce serait un plaisir. Donc, on peut peut-être faire circuler même un micro. Voilà, bonjour à tout le monde. Je suis Ternan Fouda Ahmed, je viens du Niger. Donc, je voudrais intervenir relativement à cette loi qui réprime les infractions liées à la cybercriminalité. Le Niger est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest qui a adopté cette loi, mais pour ce qui concerne les journalistes, nous estimons que c'est une loi qui a été votée par les autorités dans le but d'empêcher aux journalistes de faire leur travail. Récemment, vous le savez, il y a des journalistes qui ont, comment dirais-je, partagé des articles publiés par d'autres organes, des organes bien reconnus, mais ces journalistes ont été menacés, ont été interpellés par la justice pour avoir partagé des articles. L'article dont je fais allusion, c'est un article publié par un organisme international qui s'appelle Global Initiative. Et les journalistes qui l'ont partagé, il y a un journaliste qui fait partie de la CENOZO. Il y a aussi une journaliste blogueuse. Ces deux journalistes ont été interpellés parce que l'office ou bien les agents de l'office qui lutte contre la drogue a estimé qu'ils l'ont diffamé. Parce que dans l'article, on fait cas d'une partie d'une drogue saisie et après revendue par la police. Donc, c'est dans ce sens que ces deux journalistes ont été interpellés. Ils ont été interpellés juste pour avoir partagé cet article. On les reproche pourquoi diffuser un tel article sans pour autant vérifier si réellement l'information qu'il contient sont exactes. Donc, à mon avis, si réellement il y a une autre... les dispositions de la Constitution nigérienne, aussi, par exemple, les dispositions dont on évoque tout à l'heure, l'article 19,
protège la liberté de la presse. Comment doivent faire les journalistes pour éviter les pièges, parce que moi je l'appelle les pièges, qui est contenu dans la loi, qui a été votée par certains pays de l'Afrique de l'Ouest sur contre la cybercriminalité. Est-ce qu'il y a des dispositions qui vont protéger les journalistes? Est-ce qu'à votre niveau, vous faites un travail pour pouvoir demander à ces États ou bien même leur imposer de modifier cette loi-là? Parce que visiblement, au Niger, en tout cas, elle a été votée pour freiner les journalistes dans l'exercice de leur métier. Merci. C'est Arnan Fouda Ahmed. Merci beaucoup, Ahmed, pour cette intervention. Déjà, merci de compléter et de corroborer ce que je disais tantôt, que dans la plupart des pays, notamment de la sous-région, il n'y a pas vraiment de loi sur le cyberharcèlement. C'est la loi sur la cybersécurité qui est utilisée. Et pour répondre un peu à l'intervenant, je dirais qu'en fait, ce que nous essayons de faire, c'est vraiment d'analyser ces lois-là. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des standards sur lesquels ces lois doivent pouvoir s'adosser. Parce que le principe, c'est celui de la liberté d'expression et de l'accès à l'information. Et là-dessus, article 19, et je pense que toutes les organisations de défense des droits humains qui travaillent sur la liberté d'expression ne discutent pas cela. Et quand on regarde, quand on analyse les lois, on demande que lorsque les États adoptent les lois, ces lois-là doivent pouvoir répondre au test de 3 parties. Est-ce que lorsque les dispositions sont prises, oui, elles sont peut-être légales parce qu'elles sont adoptées par une loi, mais est-ce qu'elles sont proportionnelles? Est-ce que ce texte-là, comment dire, il poursuit un but légitime? Parce que c'est là souvent qu'on se rend compte que parfois l'État adopte une loi et il y a des terminologies qui sont tellement vastes qu'on appelle généralement des terminologies fourre-tout et qui souvent sont utilisées justement pour que lorsque les journalistes décident de poser, en tout cas de faire leur travail, que ces lois-là leur soient utilisées contre eux, simplement parce que les termes ne sont pas correctement définis et c'est fait à dessein. Pourtant, les standards voudraient que lorsque la loi est adoptée, qu'elle puisse avoir des définitions claires. Ça, c'est un point. Et quand vous regardez, pour ceux qui sont un peu curieux, vous allez voir que généralement, dans les textes, je prends même seulement la charte africaine, on va toujours commencer, après avoir donné les préliminaires, donner la définition des termes. C'est pour que, justement, permettre à toute personne de pouvoir savoir à quoi correspond chacune des actions que le texte en particulier protège. Et donc, pour revenir, l'action qui est recommandée, c'est que vraiment les États, lorsqu'ils adoptent ces lois, respectent les standards internationaux. S'ils respectent les standards internationaux, il n'y a pas de raison que cela soit à l'encontre de la liberté d'expression, puisque l'objectif, c'est que le citoyen puisse s'exprimer. C'est un droit fondamental, la liberté d'expression, l'accès à l'information. Et donc, tout doit être fait, doit être mis en œuvre pour que ce droit-là soit respecté. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on continue de travailler pour dire que que les États adoptent ces législations, mais ces législations-là ne doivent pas enfreindre les libertés individuelles et les droits humains. D'accord. Je suis Aminata Sanou du Burkina Faso. Je suis membre de la CENOZO. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des actions qui sont en cours pour uniformiser un peu la loi portant sur l'utilisation de l'Internet et la protection des utilisateurs de l'Internet dans les différents pays de la CEDEAO. Si oui, comment est-ce que chacun d'entre nous peut apporter sa contribution pour que les choses puissent aller un peu plus vite? Ensuite, je voudrais faire une doléance cette fois-ci parce que dans mon pays, le Burkina Faso par exemple, nous avons la chance de bénéficier de la dépénalisation des délits de presse. Mais les réseaux sociaux aidant, les décideurs préfèrent maintenant utiliser, comment dirais-je, les réseaux sociaux
pour contourner un peu voilà, cette loi de la dépénalisation et je vais dire capturer maintenant les journalistes dans leur filet. Je vais prendre l'exemple de mon confrère Ladji Bama qui a fait un article de presse qu'il a publié. Ensuite, il a pris un extrait de ce même article de presse qu'il a partagé sur sa page Facebook. Mais il lui a été demandé de payer 2 millions à un parti politique qui s'est senti entre griffes, je ne me rappelle plus exactement des termes, mais le parti s'est dit lésé parce qu'on a sali son visage. Pourtant, ce même article est paru dans son journal. Là, on n'en parle pas. Mais pourquoi est-ce qu'il a publié un extrait de ce même article sur Facebook? Ça lui vaut aujourd'hui une peine de 2 millions de francs CFA. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité de, comment dirais-je, de fusionner un peu la loi de la dépénalisation de la presse avec celle de la dépénalisation aussi des réseaux sociaux, je dirais. Merci. Alors, je vais peut-être réagir sur le second volet de la question qui est relatif à la dépénalisation. En fait, il est constant pour les organisations de défense des droits de l'homme et de l'article 19 notamment que les délits de presse, comme on les dit, ce sont des délits, ce ne sont pas des crimes. Et donc, il n'y a pas de raison que, parce qu'on recherche l'information, parce qu'on donne l'information ou qu'on soit emprisonné. Et donc, les organisations de la société civile depuis travaillent justement pour faire comprendre à l'État la nécessité d'appliquer les standards, comme je l'ai dit tantôt. Les délits de presse, ce sont des délits de presse, ce n'est pas un crime. Il y a des sanctions pécuniaires qui peuvent être appliquées à un journaliste qui a enfreint la loi. Et donc, nous travaillons depuis, notamment au niveau de la sous-région, pour que les États dépénalisent les délits de presse que sont la diffamation et autres. Donc, c'est un peu vers cela qu'on tend. Mais comme on le disait tantôt, c'est un travail de longue haleine. Je prends le cas ici au Sénégal. Les organisations de la société civile ont travaillé longtemps pour qu'une loi sur la presse soit adoptée. L'autorité a fait en sorte que les organisations de la société civile soient associées à cela. Il y a eu des propositions qui ont été faites, sauf que quand la loi est sortie, on s'est rendu compte qu'il y a des articles qui ont été supprimés, notamment celui relatif à la dépénalisation des délits de presse. Donc, c'est pour dire qu'en fait, c'est vraiment plus un problème de volonté politique. Mais les organisations de la société civile ne cessent de se battre à travers les déclarations que nous faisons, à travers les dénonciations que nous faisons lorsque nous analysons ces textes-là pour montrer réellement qu'il y a la nécessité de favoriser la liberté d'expression parce qu'en fait, la liberté d'expression contribue à développer parce que quand les gens ont accès à l'information, quand les gens connaissent ce qu'il faut faire, je prends juste le cas de la COVID aujourd'hui, c'est-à-dire que si les gens ne sont pas informés, comment ils peuvent se protéger? On aura des morts et ça va avoir un impact sur la santé de la population. Et donc, nous travaillons pour que les institutions, les gouvernements comprennent l'intérêt vraiment du bien fondé de favoriser la liberté d'expression, l'accès à l'information, parce qu'avec cela, le citoyen est à même de pouvoir participer à la vie publique, le citoyen est à même de pouvoir contribuer, de contrôler l'action gouvernementale et ceci contribue à pousser les gouvernements à agir de manière à protéger les intérêts du citoyen parce que les gouvernants sont là, certes, mais ils sont là au service des populations. Et il y a un besoin de redevabilité. Ils doivent rendre compte de comment ils gèrent. Et ce n'est qu'à travers la liberté d'expression et l'accès à l'information que cela peut être possible, que le citoyen peut participer. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et je pense que l'autre question, c'était de voir comment harmoniser
Je n'ai pas vraiment beaucoup d'éléments là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'au niveau africain, il y a un projet de convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection de données à caractère personnel. Donc, je ne peux pas m'avancer dessus, mais j'imagine que cette convention, certainement, cherche à harmoniser un peu la législation au niveau africain pour que les lois qui protègent la liberté d'expression, qui luttent contre, qui protègent également les données personnelles, puissent permettre à ce que les citoyens dans la zone puissent parler de la même voix. Donc, voilà ce que je peux dire un peu. Angela, si tu veux quelque chose. Merci. Angela, rapidement, et puis ensuite. Oui. Alors, moi, j'ai compris que partout dans nos pays africains, ça se passe comme ça, parce que tout ce que vous venez de dire s'est passé également dans mon pays à moi. Et j'observe en réalité que les États, de façon générale, ont envie de contrôler l'information parce qu'avec l'information, la capacité d'avoir une liberté de presse, il y a des intérêts qui sont touchés. Donc, aujourd'hui, nous avons lutté, en fait, pour en arriver à la dépénalisation je crois, des délits de presse. Et l'Internet nous offre, et les réseaux sociaux, les médias sociaux aujourd'hui, nous offrent en fait la possibilité de contourner quand même cette capacité qu'ont les gouvernants à contrôler enfin, l'information dans nos médias traditionnels respectifs. Et donc, l'idée pour eux, chaque fois qu'ils ont fait des lois, c'est quand même de nous contrôler encore. Et c'est pour cela qu'ils arrivent à nous mettre la main dessus. Et aujourd'hui, je pense que ce manuel de procédure, enfin, de ce manuel de protection contre le cyberharcèlement que nous sommes, enfin, Pair Africa est en train de lancer aujourd'hui, nous apportera beaucoup. Moi, j'ai déjà rapidement parcouru et tout à l'heure, avec la présentation, j'ai compris qu'on peut s'organiser en réseau pour se protéger, puisque dans le manuel, on pourrait trouver il y a une partie où les personnes que vous connaissez, enfin, les personnes, vos amis, peuvent vous protéger. Donc, là, pour moi, ce manuel pourrait véritablement nous aider, nous journalistes, à nous organiser un réseau pour nous protéger au niveau des médias sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire en tant que journaliste sans quand même ces médias sociaux qui ont le vent en poupe. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Merci. Merci, Angela. La solidarité journalistique. Merci. Alors, très rapidement, on va pas épiloguer. Il y a beaucoup de personnes de la communication, du journalisme ici. Lorsque les bouchers se rencontrent, ils ne parlent que de viande. Le journalisme est régi par un code de déontologie. Et les journalistes devraient, je sais, ça c'est un autre débat, il y a le deux poids, deux mesures, les journalistes sont oppressés dans nos pays, etc. Oui. Cependant, il faut prendre certaines dispositions. Je vais surfer sur la vague de votre collègue ou de votre confrère qui a pris un extrait de son article qui a mis sur les réseaux sociaux. Au niveau de PesaCheck, parmi les vérifications de faits que nous faisons, il y a une notation que nous appelons contexte manquant. J'ai parlé de chien tout à l'heure. Si quelqu'un prenait cet extrait de phrase, mettait juste sur Twitter, on va dire Bilal appelle les gens, les internautes, des chiens. Et pourtant, j'ai précisé juste après cela, parce qu'il y a une technique qu'on appelle les siffleurs de chiens pour ramener la foule pour venir harceler. Donc, sans rentrer dans les débats, c'est juste l'exemple que je prends. Est-ce qu'en partageant son extrait, il a pris le soin de le partager pour qu'il ait son sens dans le contexte? Point d'interrogation. Donc, il faut faire attention en tant que journaliste. Il faut arrêter la poursuite du sensationnel. Respecter les codes de déontologie, être au fait de l'appareil judiciaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'appareil judiciaire, même si, ça c'est un autre débat, il peut être truqué, mais savoir ce que peut nous apporter l'appareil judiciaire
se rallier, se renseigner déjà et se rallier aux organisations internationales du métier, telles que Reporters sans frontières, etc. Et après, maintenant, avec un peu de chance, on va passer entre les mailles du filet. Parce que je sais que ce que nous dénonçons tous, c'est là, c'est clair. Mais il faut prendre certaines dispositions. Je sais que certains de nos confrères, à la recherche du sensationnel, veulent toujours publier des informations. Après, sachez que nous avons vérifié plusieurs articles, plusieurs publications de journalistes, d'hommes politiques. Il n'y a pas de discrimination. Nous vérifions pour tout le monde. Et donc, si nous en arrivons à vérifier des publications de journalistes, ça veut dire qu'il y a des journalistes qui ne respectent pas bien la déontologie. C'était juste ce que je voulais apporter et je nous souhaite bonne chance dans ce que nous faisons comme métier. Merci. Merci beaucoup, Bilal. Oui, c'est un peu fini là, c'est ça. Il faut peut-être arrêter. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question si on en a une? Moi, je voulais... Jeanne. Oui, en fait, je voulais ajouter quelque chose. Tout à l'heure, quand je parlais de la loi sur la protection des données personnelles, je voulais quand même dire qu'au-delà des critiques qu'on peut faire aux États, il est quand même important de souligner pour le cas du Sénégal, par exemple, qu'en mettant en place la loi sur la protection des données personnelles et de la commission, quand on lit, on se rend compte que l'État a quand même une volonté de former les gens. Parce que Bilal l'a dit tout à l'heure, oui, on voudrait que le journaliste puisse s'exprimer, que le journaliste puisse informer, mais il faut également que le journaliste même soit formé. Et justement, la loi sur la protection des données personnelles prévoit de former les acteurs des médias pour que justement ils puissent, non seulement les acteurs des médias, mais également les personnes, pour qu'elles sachent comment utiliser les nouvelles technologies aujourd'hui, l'Internet aujourd'hui, parce que lorsqu'on est victime, parfois c'est parce qu'on n'a pas, comme l'a dit c'est Christelle, voilà, on n'a pas pris nous-mêmes des mesures pour se protéger. C'est clair que ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas protégé qu'on doit être vilipendé. Ce n'est pas un droit. Nos données, même si on ne les a pas protégées, mais aujourd'hui, on sait que les gens se nourrissent de ça. Il y a des personnes qui viennent dans les réseaux sociaux juste pour faire du buzz, juste pour détruire parce qu'ils poursuivent d'autres intérêts qu'on ne maîtrise pas. Donc, il est important que les gens soient formés et je pense que dans son rôle régalien, l'État essaye le mieux qu'il peut de mettre à disposition des moyens pour que les journalistes et les personnes puissent avoir accès à l'information ou alors elles-mêmes puissent se former pour se protéger contre les violences qu'on peut trouver sur l'Internet. Ok, c'est juste une petite remarque. On n'avait pas besoin d'avoir un background en informatique, en community manager pour maîtriser les plateformes en ligne comme Facebook, YouTube. Même en tant que journaliste, vous pouvez vous former seul. Et je pense que vous n'avez pas besoin de plus. Donc, essayez de vous former, d'être très apte sur des plateformes en ligne, connaître comment bloquer, signaler, etc. Je pense que là, on n'a pas besoin d'être informaticien ou community manager. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Et après, si on a le temps, on peut des questions. Hein. Bonjour à tous. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été déjà dit. Je pense que Madame a répondu en fait à ma préoccupation. C'était surtout le besoin de formation. Et je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance de la part des professionnels des médias. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne maîtrisent pas les subtilités en fait, des lois existantes. Donc, j'espère qu'un travail sera fait de ce côté-là. Merci. Votre part qui, du coup, a suscité des réactions. Ah, alors... Voilà. Merci, moi c'est Mam Abdougaye Kassé, je suis journaliste d'investigation, présentateur et reporter à Media Invest Group. C'est moi qui gère le desk économie et international à la fois.
Donc, tout à l'heure, j'ai entendu les versions des différents panélistes ici présents. Je voudrais un peu abonder dans le même sens que Bilal, c'est-à-dire que la liberté journalistique va de pair avec la responsabilité également. Si vous écrivez un texte qui est clair dans son contexte et que vous tronquez ce texte-là, vous publiez une partie sur les réseaux sociaux, cela peut semer la confusion, cela peut semer le doute pour certains gens qui n'ont pas eu à lire ce texte-là en intégralité. Tout à l'heure également, Madame de l'article 19 a demandé à ce qu'aujourd'hui, dans nos pays, que les textes juridiques soient bien écrits, que les termes soient clairs. Mais je pense que ce travail devrait être précédé par un autre, lequel? C'est-à-dire l'indépendance de la justice. Si aujourd'hui, nous mettons la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire mettre en place un arsenal juridique qui n'est pas très clair, alors qu'en amont même, la justice en elle-même n'est pas libre, je pense que c'est du pareil au même, ce n'est pas important. Donc, le travail initial qu'il faudra faire, c'est aujourd'hui de travailler de sorte que le judiciaire soit indépendant de l'exécutif, puisque c'est le véritable mal auquel nos différents pays sont confrontés, puisqu'aujourd'hui, souvent, les gens qui sont censés appliquer la loi reçoivent des ordres qui viennent directement de l'exécutif et c'est le véritable problème de l'Afrique. Et je pense qu'en ce qui concerne quand même de la rédaction des textes juridiques, nous n'avons rien à envier aux pays occidentaux. Je pense que les pays africains sont les plus grands ratificateurs de conventions, de traités et d'accords internationaux. Mais quand il s'agit de leur application, nous sommes les derniers de la classe. Et je pense que quand même il y a des efforts importants à faire sur ce cadre-là. Et l'autre point que je voudrais également aborder ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il est extrêmement compliqué de distinguer le journalisme orthodoxe, je peux dire, ou bien le journalisme professionnel au journalisme citoyen. Puisque dans les réseaux sociaux, tu vois des gens, des personnes qui n'ont rien à voir avec le journalisme, qui se lèvent du jour au lendemain, qui n'ont rien à faire, qui se connaissent un peu à la manipulation d'Internet. Ils vont créer leur site et ils vont se mettre à copier les articles par-ci et par-là, à insulter les gens. Et aujourd'hui, l'opinion voit ces gens-là comme des journalistes. Donc, ce qui fait que l'environnement est un peu pollué. On n'arrive plus à distinguer le bon grain de l'ivraie. On ne sait pas qui est journaliste et qui ne l'est pas. Donc, je pense que dans ce cadre également, vous qui vous activez dans la défense des droits humains, mais également dans la défense des journalistes, vous devez travailler dans ce cadre-là pour que quand même aujourd'hui, que le secteur soit assaini. Ce sont les seuls points que je voudrais aborder avec vous. Merci. Merci. Moi, c'est Ignace Sossou, je suis journaliste béninois. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce panel parce que je me sens bien concerné par le sujet. Je voudrais réagir par rapport à ce que M. Bilal a dit tout à l'heure. Sortir les mots de leur contexte parce que c'était ce qu'on moi m'a reproché pour m'envoyer en prison. Je voudrais partager juste deux petits exemples. La première fois, j'ai été poursuivi en tant que journaliste. C'est que j'ai relayé mon article. Ce n'est pas un extrait. J'ai relayé l'article. Moi, j'ai eu la chance d'être un pur produit du web. Je n'ai pas fait la presse classique. Je n'ai pas fait la radio, je n'ai pas fait le journal papier, je n'ai pas fait la télévision. J'ai fait la presse en ligne. Je suis un journaliste 100% web. Et donc, mes publications se font en ligne. On publie l'article sur un site Internet et on le relaie sur les réseaux sociaux. Et en 2019, j'ai publié une enquête sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel qui mettait en cause un industriel libanais. Et j'ai publié, c'est pas que j'ai pris un extrait, je mets le titre avec le lien sur ma page Facebook. J'ai été poursuivi pour atteinte à la personne sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on me reprochait, c'est que j'ai mis l'article en ligne et dans cet article, quand on clique sur le lien, on va sur le site et on découvre que dans l'article, j'ai cité énormément le nom du mise en cause, j'ai cité le nom de son industrie, donc ça a porté atteinte à son affaire, à son business et tout.
J'ai fait l'objet de poursuites. C'était la première fois. La deuxième fois, même scénario. Je fais une enquête sur les flux financiers illicites et les évasions fiscales qui porte sur le conseiller au commerce extérieur de la France au Bénin, qui détient le plus grand supermarché du Bénin. Je mets mon article sur Facebook et on me poursuit pour diffamation. Et diffamation, mais cette fois-ci, on n'a pas appliqué le code de l'information parce que le code de l'information dit quoi? Quand il y a diffamation, voilà, il y a la procédure. Mais c'était en pénal. C'était en pénal et on a utilisé le code numérique pour me juger. Et j'ai fait 2 mois de procès. J'ai été condamné à 1 mois de prison avec ceci. Et après, je suis à une conférence un peu comme on est là et quelqu'un tient des propos que je relais et on estime que j'ai sorti les propos de leur comtesse et on me condamne à 18 mois de prison ferme. Vous voyez, si, en tout cas, moi, l'expérience que moi j'ai connue, ça me permet tout simplement de comprendre que la question sur le harcèlement, c'est le cyberharcèlement de façon générale, c'est un sujet assez complexe. Et aujourd'hui, chacun essaie de trouver le juste équilibre. Quand on suit un tout petit peu les débats, d'une part, on comprend que la responsabilité du journaliste est complètement engagée. Moi, quand j'ai relayé des informations, la première chose, ce n'était pas qu'on veut m'envoyer en prison. Non. Mais on veut que je retire les publications parce que les propos que j'ai relayés dérangent et on ne veut pas que ça se sache. Et donc, ils ont voulu que je retire la publication. Et comme l'a dit quelqu'un, quand vous êtes journaliste et que vous posez un acte, il faut être en mesure de l'assumer entièrement. Je dis non, je ne retire pas cette publication. Et si ça doit entraîner des déconvenus, je suis prêt. Et parce que je suis prêt à faire cet affront-là, qu'on est venu m'arrêter. On m'a arrêté, pas qu'on m'envoie une convocation, j'ai refusé de me présenter. On a débarqué comme ça. On m'a arrêté. Et j'ai fait la prison pour ça. Alors, quand on analyse un peu cette situation, on comprend que d'abord, la responsabilité du journaliste est complètement engagée. Et parfois, quand vous êtes prêt à assumer même la responsabilité de ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, ça devient un problème pour vous. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les États mettent tout en œuvre. Les États mettent tout en œuvre pour contrôler, en fait, pour régenter le milieu des réseaux sociaux. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire une chose. Aujourd'hui, nos gouvernants gèrent les pays à partir des réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, les gouvernants n'ont plus, comment on appelle, la même mise sur les médias, comme c'était dans les années 60, les années 70. Ils n'ont plus un total contrôle de la circulation de l'information. Donc, le seul domaine qui les échappe encore, ce sont les réseaux sociaux. Maintenant, comment on contrôle l'information sur les réseaux sociaux? Parce que vous savez, ce qui fait la force du politique, c'est l'ignorance du peuple. Et aujourd'hui, le cyber-citoyen, qu'on appelle, on appelle ça e-démocratie. Ça fait aujourd'hui que le pouvoir, en fait, la capacité de manipulation des acteurs politiques diminue et c'est ça qui crée aujourd'hui le vrai débat. C'est ça qui crée aujourd'hui le vrai débat. Aujourd'hui, maintenant, Macky Sall peut faire. Je donne un exemple. Je dis Macky Sall parce qu'on est au Sénégal. Sinon, si on était à Cotonou, j'allais dire Patrice Talon. Il peut faire un débat aujourd'hui à la télé et dans les 2 minutes qui vont suivre, quelqu'un va le démentir avec même des preuves à l'appui. Alors que dans les années 70, cela n'était pas possible. Donc, dans les secondes qui suivent, même pendant qu'il n'a même pas encore fini son discours, on peut le contredire dans ce qu'il dit. Peut-être qu'il a dit une contre-vérité ou bien il a dit quelque chose qui ne tient pas la route. Et ça, aujourd'hui, ça dérange énormément les acteurs politiques. Et c'est ça qui constitue, voilà, tout ce qu'on est en train de dire là. C'est ça, en fait. Donc, les lois sont taillées sur mesure pour régenter. Moi, au procès, le ministère public a dit qu'il faut qu'on me condamne pour donner une leçon à tous les journalistes. Le procureur l'a dit publiquement, devant, il y avait même qu'on appelle mes collègues journalistes qui étaient là. Il faut qu'on me condamne pour donner une leçon à tous les journalistes. Et ça n'a pas raté. 18 mois de prison ferme parce que j'ai relayé des informations. Pas que les informations étaient fausses, parce qu'au procès, il n'a jamais été question que les informations étaient fausses.
mais parce que j'ai refusé de l'exprimer. Donc, c'est tout ce que je voudrais dire par rapport aux... Pardon, et ça me permet en fait de réagir par rapport à ça et de vous dire qu'en réalité, ce n'est pas une question de sensationnel comme vous êtes en train de croire. Ce n'est pas parce que les journalistes courent vers le sensationnel. Selon que aujourd'hui, on sait, hein, en dehors des médias traditionnels, les médias sociaux sont devenus les médias les plus chauds. Et donc, avant la radio aujourd'hui, c'est le média le plus chaud. Et donc, finalement, quand les journalistes mettent des choses sur les réseaux sociaux, le traitement qu'on en fait est beaucoup plus, comment on dit, contagieux, mondial, que ce qu'on observe dans les médias terrestres, quoi. Je veux parler des médias traditionnels. Et donc, c'est ça, en fait, qui gêne de plus en plus les pouvoirs publics. Et c'est pour cela qu'ils veulent encore contrôler, contourner cette capacité qu'ils n'ont plus à contrôler tout ce qui est sur les médias sociaux. Et c'est pour ça qu'ils ont la main aussi lourde avec les journalistes. Tant que c'est les journalistes qui font ces publications, même si c'est la même publication qui est faite sur papier ou bien sur les médias traditionnels, qui se retrouve sur les médias sociaux, on va vous dire que ce qui est sur les médias sociaux, justement, les gêne beaucoup plus que les autres. Donc, moi, je pense que ce n'est pas, en fait, du sensationnel que nous faisons pour mériter ça. C'est ça, c'est pour ça que je parle de la... C'est la force des réseaux sociaux qui dérange aujourd'hui. Sinon, vous mettez une information dans le journal papier, voilà quoi. À la limite, on sait que c'est les bureaucrates qui vont lire et tout. Mais aujourd'hui, n'importe qui est sur les réseaux sociaux, donc du coup, tout le monde a l'information. Et c'est ça qui dérange. Alors, on nous fait signe d'arrêter. Donc, je crois qu'il faut arrêter. Merci Ignace Sophie pour votre intervention et votre témoignage. Je pense que ça a bien révélé aussi à quel point ces questions de cyberharcèlement, c'est complexe parce que ça vise les journalistes pour porter atteinte à leur liberté d'expression et qu'en même temps, c'est aussi utilisé contre eux. Et c'est pour ça que je salue aussi l'intervention de Jeanne Mitchell de Artistes qui peut aussi nous apporter cet éclairage nécessaire. Et j'en profite pour remercier donc, les participants pour leurs questions. Peut-être on aura sans doute l'occasion pour d'avoir bien voulu témoigner. La force de votre histoire brille de silence. Voilà, je remontre son livre. Merci également à Christelle Panja, Code for Africa, et à mon cher confrère Bilal Taïrou, rédacteur en chef de PESACHEC, pour la qualité de votre interventions. Et je rappelle que vous pouvez donc consulter le manuel de défense contre le cyberharcèlement de PEN America. Et normalement, on partage l'information en ligne sur l'adresse. Sinon, c'est onlineharassmentfieldmanual.org/fr. Voilà. Merci. Merci. Merci.